Salut les scènes et bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un DB Flash qui revient sur toute l'actu de la semaine et nous aurons aussi une analyse complète de l'épisode 80 de Dragon Ball Super. Alors n'oubliez pas, il n'y a pas de chapitrage dans la vidéo, mais par contre il est en description et dans les commentaires. On ouvre le bal avec la SH Figuarts de Vegeta qui est désormais en précommande. On en parlait la semaine passée et ça y est, elle est disponible en préco au Japon pour une sortie prévue au mois de juillet. Précommande également des Shodo Dragon Ball Volume 5. Ces figurines à l'effigie de 3 personnages sont vendues par boîte de 6 et sortiront au mois de juin. Sont prévus Vegeto Super Saiyan Blue, Bardock Super Saiyan et Broly légendaire Super Saiyan. Du côté de Mega House, la Dragon Ball Gals de numéro 18 version 2 sera en précommande d'ici quelques heures à peine au Japon et est prévue pour le mois de juin également. Elle mesure 20 cm et est sculptée par Nekomaru, à qui l'on doit notamment la Lunch Blonde sortie dans cette gamme. Pour faire la transition, un Monopoly Dragon Ball arrive enfin. Et il est édité par Monopoly, donc c'est de l'officiel, et celui-ci sortira aux États-Unis et au Canada au prix de 39,95 $. Brièvement, on apprend que les maisons seront des Kamehouse, les hôtels seront la salle de l'esprit et du temps, et les cartes chance et caisses de communauté seront rebaptisées Capsule Corporation et Red Ribbon, donc Red Ribbon évidemment, et ce Monopoly sera vraisemblablement axé sur l'arc des humains artificiels avec Cell, le Cell Game notamment, et on retrouve aussi des personnages exclusifs à l'anime comme Pisa, Piroshki ou encore Karoni, le tout avec les termes utilisés dans la version américaine de Funimation. Du côté du jeu smartphone Dragon Ball Z Dokkan Battle, sur la version globale, l'événement spécial Capitaine Yamcha met en avant le guerrier Z à la manière de l'épisode 70 de Dragon Ball Super et nous permet de tenter de gagner un Yamcha intelligence SSR. L'événement Lutte époque pour Yamcha est aussi arrivé et nous permet de collecter des médailles pour permettre l'éveil Dokkan de 2 de ces cartes de combat de Yamcha. En gros, si vous êtes des fans de Yamcha ou des collectionneurs, c'est votre semaine. Bon, est-ce qu'on en parle quand même de ce doigt d'honneur censuré ? Je sais pas. En tout cas, sur la version japonaise du jeu smartphone arrivent aussi 2 nouvelles cartes, Vegeta Enfant Agi, Majin Buu Maléfique Endurance et Gohan Jeune Endurance, un semi-god tiers. Voilà, de quoi encore passer de bons moments sur le jeu. Du côté de l'anime, on nous dévoile qu'un nouvel ending arrivera au mois d'avril sur la série animée Dragon Ball Super et sera chanté par Miyu Inoue. Cette chanson baptisée Boogie Back sera vendue à partir du 19 avril 2017 en single et l'ending quant à lui sera joué à partir du 2 avril sur la série animée Dragon Ball Super. Je vous ai mis un lien en description pour aller écouter cet ending, donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous faire spoil la musique. Bon, évidemment c'est pas du spoil, ça reste un ending. En tout cas, avant de parler de l'épisode 81 dans les grandes lignes, revenons tout d'abord sur son audience qui est de 6,4 cette semaine, soit 0,2 de moins que la semaine passée. Mais ça reste tout de même correct et Dragon Ball Super monte à la 6ème place du top 10 des animés avec la meilleure audience du Japon, profitant de l'absence de Crayon Shin-chan. C'est le moment où on va analyser l'épisode, donc si vous ne l'avez pas vu ou que vous ne souhaitez pas être spoilé, rendez-vous au timecode indiqué. Sinon, merci d'avoir regardé ce DB Flash et à très vite. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes toujours chaud pour cette analyse, donc c'est parti. Goku versus Bergamo, le combat tant attendu qui va conclure ce match d'exhibition va débuter. Seulement avant même que le match commence, Bergamo se lance dans un speech grandiloquent. Alors que tous les dieux étaient encore sous le choc de la révélation du grand prêtre à propos de la destruction des univers perdants lors du tournoi du pouvoir, Bergamo en profite pour les amadouer en remettant toute la faute sur Goku. Il explique que c'est à cause de lui que la plupart des univers seront détruits, alors même qu'on sait tous que c'est faux, car le grand prêtre a expliqué dans l'épisode précédent que ce tournoi n'est qu'un prétexte et que Zenwo avait, soi-disant, déjà décidé de supprimer tous les univers en dehors des 4 exemptés de la compétition, et le tournoi du pouvoir est donc finalement une occasion d'en sauver un de plus justement. Mais Bergamo manipule les dieux et rejette la faute sur Goku, et cette manipulation de gros facho marche plutôt bien puisqu'à peu près tout le monde tombe dans le panneau et en veut à Goku d'avoir demandé d'organiser ce tournoi. Après avoir fait le fanfaron 2 minutes face à Goku, Bergamo endosse le beau rôle en demandant à Zenwo d'annuler la règle de la destruction des univers perdants en cas de victoire de sa part. Les dieux représentant les autres univers se réjouissent alors, comprenant qu'ils pourraient peut-être échapper à une mort certaine.
Alors qu'on est sous tension pendant quelques secondes quant à savoir si les Zenwo vont refuser la demande de Bergamo ou pas, ils nous prennent à contre-pied et acceptent finalement la demande de Bergamo. Bon, ce n'est pas une surprise car le synopsis de l'épisode 81 qu'on vous avait déjà présenté en parlait déjà, mais au moins ça confirme bien le fait que le Weekly Shonen Jump avait fait l'erreur d'appeler l'univers 9 Univers 4 sans raison apparente, mais au moins cette fois c'est officiel. Et le grand prêtre prévient tout de même Goku que s'il se laissait faire et perdait pour sauver les univers défaits lors du tournoi du pouvoir, les Zenwo pourraient très bien détruire tous les univers dès maintenant. Goku comprend alors qu'il ne doit pas se retenir, mais de toute manière ce n'est absolument pas dans son caractère que de ne pas combattre sérieusement un adversaire puissant et surtout de faire semblant de perdre, ça ne l'intéresse pas. En tout cas, Bilus s'est bien énervé lorsque Bergamo a manipulé la foule pour faire passer Goku pour un méchant. Et c'est assez drôle et touchant de voir que Bilus n'accepte pas qu'on touche à son poulain. Cet épisode est très intéressant car on découvre aussi la personnalité d'autres personnages des univers, et bien qu'ils soient à peu près tous contre l'univers 7, même Champa d'ailleurs, certains comme ceux de l'univers 11 sont plus mitigés. Ainsi, Kai, le Kaioshin de l'univers 11, demande à son mystérieux guerrier Toppo comment il perçoit ce Son Goku. Vermood prend aussi la parole pour la toute première fois et on découvre la voix de son seiyuu, Masami Kikuchi, et explicite le fait que Toppo saura sans nul doute déceler la véritable position de Goku. Bon ou méchant alors ? En tout cas, Toppo annonce qu'il va regarder le combat avec attention et qu'il en saura plus après avoir observé le véritable pouvoir de Son Goku. Notons que l'épisode prend quelques secondes pour nous introduire plusieurs personnages qu'on avait vus sur des plans fixes dans des épisodes précédents, mais ici, pas moins de 7 personnages prennent la parole et leurs noms nous sont aussi dévoilés, mais ça on en reparlera en fin de vidéo. Grâce à eux en tout cas et grâce à l'intervention de Champa qui trouve que les univers dispensés du tournoi se la coulent douce, on a confirmation que les 4 univers que sont le 1, le 12, le 5 et le 8 ne participeront pas du tout au tournoi du pouvoir. Il y aura donc bien 8 univers participants et un seul vainqueur, soit 80 participants, à raison évidemment de 10 concurrents par univers. Sinon, le combat entre Son Goku et Bergamo commence plutôt bien puisqu'on a droit à de belles chorégraphies de combat. Et bien que l'animation ne soit pas toujours au top, car on a toujours des intervalles un peu chelous, on a de bons animateurs comme Masahiro Shimanuki notamment, qui est directeur de l'animation sur cet épisode. J'aime beaucoup aussi la réalisation de Masanori Sato, car elle n'est pas homogène au niveau des plans proposés, et on a de tout. On a des phases de combat vraiment très originales, puisqu'on a des plans de biais, des contre-plongées, mais aussi des plongées et des impressions de grandeur. Bref, c'est vraiment très varié. Et c'eût été un film ou une série télé avec de vrais acteurs, le résultat aurait été tout aussi convaincant que dans cet épisode. Le moment où Bergamo se présente devant Goku ensuite, en écartant les bras, est bien représentatif de ça justement, puisqu'on a un pan qui se déroule de bas en haut et nous dévoile l'aîné du trio de danger en train de dire à Goku « Vas-y, frappe-moi » à la Sauzer de Hokuto no Ken à peu près, en provoquant son ennemi. Et ça marche plutôt bien puisque Goku ne va pas se retenir du tout et tombe dans le piège de Bergamo l'écraseur qui, comme on le pensait, a la faculté d'absorber les attaques adverses pour les transformer en force pour lui, grandissant à mesure qu'il reçoit des coups. Il peut ainsi contre-attaquer son ennemi avec ses poings et renvoyer les attaques qu'on lui lance. Et c'est ce qu'il fait avec Goku qui prend bien cher dans un premier temps. J'ai bien aimé ce passage du combat soulignant admirablement bien la tension grâce à la BGM, la terreur de l'armée de Frieza, composée par Norihito Sumitomo pour la série. J'adorais déjà cette BGM et ensuite je trouve qu'elle colle magnifiquement à ce passage où l'on découvre le redoutable pouvoir de Bergamo face auquel est confronté l'esprit Saiyan et combatif de Goku. Face à ce puissant adversaire dont l'eau vante les mérites, Goku décide de se transformer en Super Saiyan et inflige de sévères coups de poing à Bergamo qui continue de grandir dans la souffrance. On a alors une BGM de Dragon Ball Kai de l'arc Majin Buu pour accompagner ce passage, et l'animation quant à elle devient un peu plus simpliste. Heureusement, on reste enjaillé en voyant ô combien Goku s'amuse face à ce Bergamo démesurément grand et qui n'est pas sans rappeler Ma Junior et sa technique du gigantisme utilisée lors du 23e Tenkaichi Budokai. D'ailleurs, Goku s'amuse à renforcer Bergamo en le faisant ainsi grandir, et celui-ci a d'ailleurs du mal à tenir sur la surface de combat qui commence d'ailleurs à être ravagée. Voyant que son ennemi est devenu bien puissant, histoire d'avoir un adversaire à la hauteur, Goku s'envole et se transforme immédiatement en Super Saiyan Blue, sous les yeux ébahis et choqués de tous les dieux qui réalisent que le Saiyan possède un pouvoir divin. Même Zenwo du futur est étonné, et son alter ego du présent lui précise alors qu'il s'agit du Super Saiyan Blue. Goku déploie son aura magnifiquement, exécute le Kaioken avant de balancer un énorme Kamehameha dans la face de Bergamo qui ne se démonte pas et contre-attaque malgré tout avec un Wolfgang Penetrator et nous montre qu'il n'est pas ridicule le moins du monde, loin de là. Mais Goku, qui en a eu assez, et content d'avoir eu un ennemi à sa mesure, se relâche complètement et aplatit Bergamo en lui renvoyant son attaque avec le Kamehameha qu'il venait de lui balancer. Tout le monde en conclut que l'univers 7 est effroyablement puissant.
et Bergamo le premier juste avant de s'écrouler au sol, vaincu. Goku est déclaré vainqueur et l'univers 9 a perdu. Quelle scène, mais quelle scène! En plus avec cette BGM de malade qui est celle de Goku Super Saiyan God qui avait été utilisée pour la première transformation de Sangoku en Super Saiyan God et aussi pour celle de Black en Super Saiyan Rosé, une vraie sensation de puissance et de divin. Suite à ce combat, Goku est tout content de montrer à ses amis Zenchan qu'il ne s'est pas retenu. Bon, ça permet aussi de les satisfaire et de sauver les univers de manière imminente du même coup, car si Goku avait failli à son devoir, le grand prêtre avait bien dit que tous les univers seraient détruits immédiatement. Bergamo n'en démord pas en tout cas, assez normal pour un loup me direz-vous, et continue d'asperger Goku de sa haine et lui promet que tous les univers seront contre lui. Ah là là, saleté de Louveteau, retourne dans ta tanière sérieux, qu'est-ce que je déteste les types comme ça. En tout cas, on s'en fout, et Goku aussi, et ça c'est bien, car il en profite tout de suite pour défier tous les univers en même temps en leur demandant de ramener leurs meilleurs guerriers afin qu'ils les étalent tous un par un. Il se positionne ainsi volontairement en opposition et se fiche royalement qu'on puisse le voir comme un ennemi. Au contraire, en tant que Saiyan, ça l'arrange pour le coup car il va pouvoir combattre plein d'adversaires puissants qui se donneront à fond contre lui. Chose qu'il adore. Bref, ce gamin au cœur pur est devenu un vrai guerrier et s'est affirmé au fur et à mesure de l'histoire et le paradoxe veut qu'il soit maintenant l'ennemi de nombreux univers. Ceux-ci vont avoir fort à faire car le grand prêtre annonce ensuite les règles du tournoi du pouvoir et on attendait ça avec impatience. Voici donc les règles. Ceci est la surface de combat du tournoi du pouvoir qui se déroulera dans le monde du vide. Chaque participant qui sera jeté hors de la surface de combat sera éliminé. Lorsqu'un combattant s'évanouit sur la surface de combat, il faudra le jeter hors de la surface pour qu'il soit éliminé. Toutes les armes sont interdites, seules les techniques sont autorisées. Il est interdit de tuer son adversaire, et jusque là on peut dire que les règles sont sensiblement similaires à celles du Tenkaichi Budokai, et on comprend que les participants risquent quand même parfois de devoir se retenir. Mais le grand prêtre ajoute qu'en plus on ne pourra pas voler dans le monde du vide, mais est-ce que l'arène du combat est considérée comme le monde du vide? Difficile d'être précis car l'illustration des propos montre que Goku est en train de voler au-dessus de l'arène, mais il chute tout d'un coup lorsqu'il sort de celle-ci. Enfin, on apprend aussi que le temps sera limité à 100 tak, une nouvelle notion de temps introduite ici, qui correspond à environ 48 minutes au total. Whis intervient alors et exprime son doute quant à la durée de chaque match, mais le grand prêtre révèle qu'il ne faut pas s'inquiéter pour ça car il n'y aura qu'un seul match. Oui, vous avez bien compris, il n'y aura qu'un seul match réunissant les 8 univers participants, soit 80 participants en même temps. Ce sera une Battle Royale. Comme à l'époque du 25e Tenkaichi Budokai, mais en bien plus grand et à l'échelle des univers. Le grand prêtre prend cette fois une tête de pur méchant pour préciser que l'arène est immense et que ce sera l'univers dont il reste le plus de concurrents en lice qui gagnera si le temps imparti est écoulé. Si le temps imparti n'est pas encore écoulé, par contre, ils combattront jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul combattant. Et ce sera évidemment lui qui remportera le tournoi. Voilà donc les règles pour ce tournoi, règles qui n'arrangent personne apparemment, sauf Goku, qui, bien que pas doué pour ce genre de combat à plusieurs, s'en remet à Gohan, son fils, qui sera sûrement un atout de choc pour cette Battle Royale où il faudra être stratégique et ne pas se reposer uniquement sur la force brute. D'autant qu'on se doute que tous les univers vont vouloir s'en prendre à l'univers 7 ou aux univers les plus faibles en premier, et l'absence de la technique de vol ou encore les techniques d'arts martiaux remises au goût du jour en plus de l'aspect stratégique du tournoi du pouvoir nous font aussi réaliser pourquoi Kame Sennin sera présent lors du tournoi. Et oui, on comprend enfin sa présence, d'autant qu'on n'a pas le droit de tuer ses adversaires. Bref, puissant ou pas, il a du coup une place intéressante et je suis sûr que vous êtes comme moi curieux de savoir comment vont être sélectionnés les participants ou tout du moins sur quels critères. Juste après ces explications données par le grand prêtre, Toppo, le guerrier de la justice, une possible référence à Wingman, de l'univers 11 se jette sur le ring et défie Goku. Il annonce tout en tapant des poses ridicules que ses points seront les seuls juges et qu'il va déterminer si Goku est bon ou maléfique et l'enterrer si tel est le cas. Le Saiyan n'a pas le temps de parloter pour défendre sa position et se réjouit simplement de l'idée d'un nouveau combat face à l'adversaire qui se présente devant lui. Les téléspectateurs découvrent alors l'apparence de Toppo, déjà connu depuis quelques semaines pour nous sur internet, mais sont aussi stupéfaits de voir que le match d'ouverture ne va pas se terminer aussi facilement qu'on pouvait le croire. Que va faire Toppo, le leader des Pride Troopers? Voilà une question qu'on est en droit de se poser et à laquelle on va tâcher de répondre dans une prochaine vidéo. Notez que l'épisode 82 de Dragon Ball Super sera diffusé le 19 mars et non pas le 12 mars en raison d'un marathon féminin sur la chaîne Fuji TV. Et oui, donc pas d'épisode le 12 mars, il faudra attendre une semaine supplémentaire pour avoir un épisode de Dragon Ball Super. Nous avons donc les images du teaser, mais on va attendre le synopsis, pas encore paru dans le magazine Weekly Shonen Jump, pour vous sortir les prédictions de Baba sur le sujet. En
attendant, on reste sur les révélations de cet épisode, puisqu'en plus de tout ce dont on a parlé dans cette analyse, on a aussi les noms de plusieurs Kaioshin qui nous ont été révélés dans les crédits de l'ending. On apprend donc que Anato est incarné par Yusei Oda, Ea est incarné par Makoto Naruse, Kuru est incarné par Tomomichi Nishimura, Onguma est incarné par Megumi Urawa et Agu est incarné par Yasuhiro Takato, alias Gourde ou Yamu dans Dragon Ball Kai. Il suffit donc de déceler quel seiyuu fait quoi pour deviner qui sont les Kaioshin désignés. On a donc ce tableau pour l'instant. En plus de ça, dans un scan qui nous parvient juste aujourd'hui et qui n'est pas encore sourcé, on a la révélation du nom de l'assistant du dieu de la destruction de l'univers 9 Sidra qui se nomme Morihito. Mohito en japonais qui dérive donc de Morito comme vous pouvez vous en douter. Le nom du Kaioshin de l'Est de l'univers 7 est également dévoilé, et quelle surprise! Il s'agit d'un nom qui avait déjà été utilisé en guise de pseudonyme lors du 25e Tenkaichi Budokai, et il s'agit bien sûr de Shin. Ce pseudo utilisé pour masquer le fait qu'il s'agissait d'un Kaioshin était en fait son véritable nom. Et ouais, quel retournement de situation 23 ans après! C'est-à-dire que on se disait qu'il avait pas encore de nom, mais on se doutait quand même que le nom le plus logique qu'on pourrait lui donner était justement le pseudo qu'il avait utilisé, donc Shin. Mais ça reste quand même une sacrée surprise que de se dire qu'en fait on connaissait son nom depuis le tout début. C'était même le premier nom de lui qu'on connaissait. Voilà donc pour toutes les révélations de cette semaine, il y en aura d'autres prochainement, donc restez à l'écoute, et si ça vous a plu, partagez un maximum, c'est le mieux pour faire connaître la chaîne. D'ailleurs merci à tous les Saiyans qui sont venus à la Made in Asia, vous nous avez fait un super accueil, et puis ça nous a fait vraiment plaisir de vous rencontrer, et c'était vraiment une expérience extra, donc merci encore, et on se retrouve bientôt. Matane!